Se pourrait-il que tout ce que vous avez appris sur Catherine Howard, la cinquième épouse d'Henri VIII, ne soit qu'un récit déformé? Le portrait courant d'elle comme une reine irresponsable, une femme au rire excessif, une tricheuse et une épouse insensée menant à son exécution ne raconte peut-être pas toute l'histoire. Et si le véritable scandale ne résidait pas dans ses actes, mais dans les mesures prises contre elle? Derrière ces rumeurs scandaleuses se cache un autre récit. Enveloppé d'obscurité, de secrets, de manipulations, une histoire passée sous silence pendant des siècles et dissimulée sous le couvert d'une liaison. Vous vous demandez peut-être? C'est impossible. L'histoire l'a toujours dépeinte comme coupable. Pourtant, la version officielle de l'histoire, c'est souvent une vaste tromperie. Par conséquent, si vous voyez Catherine Howard comme une jeune fille insouciante jouant avec le danger, il est temps de revisiter son histoire, car la vérité pourrait s'avérer bien plus effrayante qu'on ne le croyait. Prêt à plonger dans l'histoire vraie de l'une des exécutions les plus mal interprétées de l'histoire, commençons par le récit d'aujourd'hui. Jeune fille privée de sa mère, de sa fortune et de son identité, Catherine Howard naquit vers 1524 dans l'une des familles les plus influentes d'Angleterre, mais telle une branche mineure d'un arbre imposant. Son père, Edmund, cadet et sans fortune, laissa Catherine sans aucun souvenir maternel après le décès de sa mère, Joyce, alors qu'elle était à peine en âge de la reconnaître. À l'âge de 5 ans, elle fut envoyée vivre chez Agnès Tilney, duchesse douairière de Norfolk, dans un somptueux manoir nommé Chatsworth. Ce n'était pas un acte de cruauté, mais plutôt une démonstration de bonté typique de l'époque Tudor. La duchesse dirigeait ce que nous appellerions aujourd'hui une école de perfectionnement pour jeunes filles de la noblesse. Catherine apprit à lire, à écrire et à jouer de la musique. Elle maîtrisa l'art de la révérence et apprit le français. Cependant, un aspect crucial, souvent négligé, est qu'elle était également préparée à naviguer dans un monde où les jeunes femmes servaient de monnaie d'échange. À 12 ans, son professeur de musique, Henry Mannix, commença à la maltraiter physiquement pendant les cours. Voyant leur étreinte, la duchesse frappa Catherine. C'est Catherine qui fut punie car la vertu d'une jeune fille était le bien le plus précieux de sa famille. Et Catherine venait d'être ternie. Mais Catherine ne comprenait pas encore les règles. Enfant, elle ne faisait que jouer à des jeux d'adultes. Lorsque la famille déménagea à Londres, Catherine, alors âgée de 14 ans, attira l'attention de Francis Darin, le secrétaire de la duchesse. Charismatique et plus âgé, il la valorisait. Il s'appelait Mari et Femme. Ses colocataires riaient et des bruits provenant de la chambre de Catherine. Ce qu'ils observaient n'était pas de la romance, c'était une jeune fille manipulée par des hommes qui voyaient son immaturité comme une invitation. Plus tard, Catherine avoua savoir comment exciter les hommes sans tomber enceinte. Réfléchissez-y. Une adolescente se vantait de manipulation sexuelle pour éviter une grossesse. Ce n'était pas de la sophistication, c'était une question de survie. Malgré sa popularité au sein de la famille royale, due à sa petite taille, sa grâce et son rire contagieux qui emplissait les pièces, elle était d'un charme magnétique. Son amour pour la danse et son sourire lumineux la rendaient plus attirante que belle. L'ambassadeur de France le soulignerait plus tard. Cependant, l'ironie tragique réside dans le fait que son charme juvénile, sa nature confiante et son désir de plaire finirent par se retourner contre elle. Vers l'âge de 15 ans, en mars 1539, elle obtint une position convoitée au sein de la famille d'Anne de Clèves, qui allait bientôt devenir la 4e épouse d'Henri VIII. Elle se croyait en sécurité, ignorant qu'elle tombait dans un piège. Fait glaçant, Catherine Howard rencontra Henri VIII pour la première fois en décembre 1539, alors qu'elle avait environ 15 ans et lui 48. Elle fit la révérence devant un homme assez âgé pour être son grand-père, qui voyait en elle une nouvelle épouse potentielle. Henri la qualifiait de jument des Flandres, mais trouvait désagréable d'interagir avec elle. En revanche, Catherine incarnait des qualités qui manquaient à Anne: la jeunesse, l'héritage anglais et un désir intense de plaire. Le duc de Norfolk, l'oncle de Catherine, remarqua le regard d'Henri traquant sa nièce à travers la cour, tel un prédateur traquant sa proie. Cependant, ce choix allait jeter une ombre sur tous les protagonistes. En juin 1540, toute la cour était consciente de l'engouement d'Henri. Un observateur laissa entendre que le roi était indûment proche d'une autre femme. Même Anne de Clèves exprima son malaise face à l'attirance du roi pour sa propre demoiselle d'honneur. Prenons l'exemple de Catherine, une adolescente sans ressources, sans mère ni protection, avec pour seule protection son oncle qui projetait de la vendre comme une jument poulinière. Lorsque la personnalité la plus puissante d'Angleterre commence à vous envoyer des cadeaux et des lettres d'amour, quelle alternative ? Refuser et risquer la colère de sa famille, consentir et devenir reine? Elle a choisi la survie. Elle l'a toujours fait. Le 12 juillet, Henri annule son mariage avec Anne de Clèves. 16 jours plus tard, le 28 juillet 1540, il épousa Catherine au palais d'Oatland.
Le même jour, son ancien conseiller Thomas Cromwell trouva la mort à Tower Hill, exécuté. Amour et mort, mariage et décapitation. Dans le royaume d'Henri, ils coexistaient comme des danseurs à un banquet. Le 8 août, Catherine fut officiellement couronnée reine au palais de Hampton Court. Une jeune fille de 16 ans seulement, coiffée d'une couronne pesant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, se tenait aux côtés d'un homme qui avait déjà pleuré 2 épouses. Elle opta pour la devise « Non atre volentit chez la sienne », signifiant « aucune autre volonté que la sienne ». Les courtisans y virent une dévotion romantique. Pourtant, n'était-ce pas un appel à l'aide? Henri était sous le charme. L'ambassadeur de France fut surpris par l'affection excessive du roi pour elle comparée à d'autres. Henri combla Catherine de bijoux, de terres et de titres. Il la surnomma « sa rose sans épines ». Ironiquement, Henri adorait Catherine parce qu'elle semblait innocente, pure, intacte. S'il avait été au courant des agissements d'Henri Manox sur son corps de 12 ans ou des visites nocturnes de Francis Durham, aurait-il encore désiré l'épouse idéale? Catherine s'efforçait d'être la reine telle que tous l'imaginaient. Elle se montra aimable envers Anne de Clèves à Noël, échangeant des cadeaux et dansant même avec celle qu'elle remplaçait. Elle parvint à persuader Henri d'épargner les prisonniers, un rôle typique d'une reine compatissante. Elle traita bien ses beaux enfants. Marie Tudor, plus âgée que Catherine, la méprisa d'abord, mais Catherine gagna sa faveur à force de patience. Elle offrit des bijoux à la jeune Élisabeth, sa cousine par la lignée Boleyn. Elle captiva le petit prince Édouard. Cependant, un problème restait à résoudre pour Catherine. Francis Durham refusait de disparaître. Début 1541, son ancien amant réapparut à la cour, cherchant un poste dans sa maison. Il se vantait de son influence sur la reine à qui voulait l'entendre. Il connaissait ses secrets et n'hésitait pas à les révéler. Pendant ce temps, une autre silhouette menaçante l'encerclait. Thomas Culpeper, membre de la chambre privée du roi, connu pour sa beauté, son charme et sa cruauté absolue, était l'un de ses prédateurs. Des documents historiques suggèrent qu'il fut accusé de viol et de meurtre, mais qu'il échappa à tout châtiment grâce à l'affection du roi. Catherine se retrouva coincée entre 2 hommes puissants capables de la ruiner. Derrière elle se cachait un passé qu'elle avait tenté d'enterrer. Devant elle se profilait un avenir au bord d'une catastrophe. Elle était sur le point de découvrir qu'être reine signifiait avoir plus en jeu. Catherine était sur le point de commettre l'erreur la plus fatale de son règne. Cependant, examinons d'abord comment le désespoir peut transformer même les reines en pions insensés. Francis Durham était un spectre qui refusait obstinément l'oubli. Chaque fois que Catherine apercevait son visage à la cour, son estomac se nouait. Il s'approchait insidieusement des autres courtisans, faisant subtilement allusion à leur passé. Il cherchait un emploi, la reconnaissance, mais surtout, il désirait que chacun se souvienne qu'il avait été le premier à être aux côtés de la reine. Catherine succomba. Elle en fit son secrétaire, marquant ainsi le début de l'événement. Thomas Culpeper arriva ensuite, et l'histoire prit alors une tournure résolument inquiétante. Culpeper incarnait l'opposé de Durham. Tandis que Durham était anxieux et opportuniste, Culpeper respirait la froideur, la confiance et l'invincibilité. C'était le favori d'Henri, un beau jeune homme dont les actions étaient irréprochables aux yeux du roi. Cependant, ce que les archives judiciaires omettent de révéler, c'est que Culpeper était un prédateur. Il avait été accusé d'avoir violé la femme d'un gardien de parc et tué un villageois qui avait tenté de l'aider. Henri lui avait accordé sa clémence, non pas une, mais 2 fois. Lorsque cet individu commença à envoyer des lettres à Catherine pour solliciter des faveurs, quelle autre option avait-elle? Rejeter l'associé de confiance du roi, attirer sa colère, qui pourrait dégénérer en quelque chose de plus dangereux? Des siècles plus tard, les historiens interpréteront ces paroles. « J'ai le cœur serré chaque fois que je ne peux être en votre présence. » Comme de l'amour, mais n'était-ce pas plutôt de la peur? Au cours de la tournée d'été d'Henri en 1541, Catherine et Culpeper commencèrent à se rencontrer secrètement. Jane Boleyn, Lady Rochford, organisa non pas des rendez-vous amoureux, mais des rencontres inquiétantes et périlleuses, facilitant leur survenue. On pourrait se demander pourquoi Jane aurait tout risqué pour aider Catherine à commettre l'adultère. La vérité, rarement évoquée, est que Jane était la belle-sœur d'Anne Boleyn. Elle avait assisté à la décapitation d'une certaine Howard Queen et pensait peut-être sauver Catherine, lui offrant une échappatoire avant qu'il ne soit trop tard. Ou alors, elle s'est peut-être lassée d'observer les jeunes femmes sacrifiées au régime Tudor. Cependant, une théorie plus inquiétante émerge. Jane aurait pu chercher à décapiter une seconde reine, compte tenu de son rôle passé dans la disgrâce d'Anne Boleyn. Imaginez ces rendez-vous. Catherine, presque 17 ans, assise face à un homme capable de lui mettre fin à ses jours à main nue si elle lui déplaisait. Culpeper pressant l'entrée, lui imposant des exigences qu'elle ne pouvait refuser. Jane Boleyn veillant, consciente que leur découverte signifierait leur perte collective. La correspondance de Catherine à Culpeper n'était pas une lettre d'amour. Désespérée d'apaiser une figure dangereuse, elle écrivit
À toi aussi longtemps que la vie durera. Des mots fatidiques qui marqueront plus tard sa condamnation à mort. La saison avançait. Henri, grandissant et potentiellement incapable, ignorait que sa jeune épouse était prise au piège d'un réseau de menaces et d'extorsions. Il remarqua son teint blême et craignit qu'elle ne soit malade. Des médecins furent appelés pour constater une grossesse, mais la vérité ne lui traversa jamais l'esprit. Sa rose était ravagée par les épines. Pourtant, quelqu'un veilla. Quelqu'un écouta aux portes. Quelqu'un nota les détails. En octobre 1541, l'archevêque Thomas Cranmer fit une révélation sur le passé de Catherine Howard. Il révéla que plusieurs années avant son accession au trône, alors qu'elle résidait chez sa grand-mère, elle avait été liée à deux hommes, Henry Manox et Francis Dirham. Il affirma que des incidents eurent lieu alors dans des chambres faiblement éclairées. Des incidents qui démontraient que Catherine n'était pas une vierge pure lorsqu'Henri VIII l'épousa. Cranmer écoutait choqué. Le 2 novembre, Cranmer laissa un récit écrit dans la chapelle privée d'Henry à Hampton Court, révélant que sa femme Catherine n'était pas la vierge qu'il croyait. À sa lecture, le monde d'Henri s'écroula. Le scepticisme obscurcit la réaction initiale du roi, mais à mesure que les preuves s'accumulaient, l'improbable devint incontestable. Le chagrin d'Henri se transforma en une rage bouillonnante. Le 7 novembre 1541, des gardes assiégèrent les appartements de Catherine Howard. Elle fut assignée à résidence. Cependant, au lieu d'obtempérer, Catherine, alors âgée de 18 ans, vêtue seulement de sa chemise de nuit et pieds nus, s'enfuit dans les couloirs de pierre glacée du palais de Hampton Court, appelant Henri par son nom avec désespoir, espérant le rejoindre et se jeter à ses pieds. Peut-être lui pardonnerait-il ses fautes mineures passées, mais l'ordre d'Henri resta ferme. Ils ne devaient plus jamais se revoir. Des gardes ramenèrent Catherine par le même passage. Ses cris résonnèrent dans les couloirs, ses ongles griffés raclant les murs de bois dans une tentative désespérée de s'échapper une dernière fois. Ce couloir est aujourd'hui connu sous le nom de galerie hantée et les lamentations de Catherine y résonnent encore. Le piège se referma le 8 novembre 1541. Convoquée devant le conseil privé, la jeune reine se tenait au milieu d'une salle remplie d'hommes qui avaient déjà scellé son destin. L'archevêque Cranmer raconta l'avoir trouvée profondément triste et désespérée comme aucune autre créature que j'ai jamais vue. Elle confessa tous ses péchés, les abus d'Henry Manox à 12 ans, les traitements cruels, incessants de Francis Durham comme un mari et sa liaison avec Thomas Culpeper. Ses options étaient limitées, les preuves étaient insurmontables. Les aveux de Catherine exprimaient une innocence qui rappelait celle d'une enfant avouant ses méfaits. Elle ne comprenait pas que chaque mot aggravait sa situation. Henri IV réagit avec une sévérité immédiate. Le 14 novembre, Catherine perdit son titre et fut transférée à l'abbaye de Sion. 8 jours plus tard, elle cessa d'être reine. Thomas Culpeper et Francis Durham furent inculpés de trahison et exécutés en décembre. Tandis que leurs têtes se décomposaient sur le pont de Londres, Catherine attendait sa propre exécution. Le Bill of Attainder fut publié le 21 janvier 1542. Catherine Howard et Jane Boleyn furent condamnées à mort. Henri IV y ajouta une disposition unique. Toute future reine qui ne révélerait pas son passé impudique serait jugée coupable de trahison. Même morte, Catherine servit d'avertissement aux autres femmes. Le 10 février, elle fut transportée par barge à la Tour de Londres. En passant sous le pont de Londres, elle aurait vu les têtes en décomposition de ses amants. 2 jours après que ceux qui avaient décidé de son sort eurent nourri les corbeaux, une hache attendait Catherine Howard le 13 février 1542. À l'aube, elle lança une prière déchirante dans la tour, répétait son discours d'exécution sur le billot. L'échafaudage en bois fut amené dans sa cellule où, pendant des heures, cette adolescente qui avait passé sa vie à vouloir plaire aux autres, s'agenouilla et répéta sa mort imminente, s'assurant que ses paroles étaient irréprochables et qu'elle ne faillirait pas. Malgré la hache menaçante, elle continua à s'efforcer d'être à la hauteur. À 9h du matin, le jour de son exécution, 2 gardes durent la porter jusqu'à l'échafaud, ses jambes ne la supportant plus. Des témoins attestent qu'elle était si faible qu'elle pouvait à peine parler, mais elle parvint à prononcer ces derniers mots, reconnaissant le châtiment qu'elle méritait pour avoir offensé Dieu et le roi. Celle qui avait passé 18 ans à dire ce que les autres désiraient, le fit une dernière fois. Le bourreau, expert dans son métier, porta un seul coup décisif. Catherine Howard, 5e reine d'Henri VIII, trouva la mort, mais ne trouva aucun répit dans ses souffrances. Les domestiques de Hampton Court affirmèrent entendre des cris de détresse résonner dans la galerie hantée, un couloir où Catherine avait autrefois imploré la clémence d'Henri. Des visiteurs décrivirent une femme spectrale vêtue de blanc, griffant frénétiquement les portes restées closes. En 1999, des images de vidéosurveillance capturèrent des silhouettes énigmatiques dans ce même couloir.
Des touristes rapportèrent avoir aperçu une jeune fille en costume Tudor, courant toujours, implorant un roi qui avait cessé de l'écouter depuis des siècles. La société moderne la qualifierait de victime de séduction, de manipulation et d'abus. En 1542, elle fut qualifiée d'adultère et de traître. Cependant, l'injustice la plus tenace persiste. Catherine Howard, reine d'Angleterre sacrée par Dieu, n'eut même pas droit à sa propre tombe. On jeta son corps sans tête dans une fosse anonyme au sol de la chapelle de la Tour. Aucune pierre ne marquait son lieu de repos, aucune prière n'était prononcée, aucun nom n'était gravé dans la pierre. Seule la terre et la chaux restaient, accélérant la décomposition. Des rénovations à la Tour de Londres au XIXe siècle ont permis de mettre au jour des ossements sous le sol de la chapelle, mais il ne s'agissait pas de ceux de Catherine Howard. Les historiens supposent que sa sépulture a été intentionnellement dissimulée. De la chaux vive aurait été utilisée pour accélérer sa décomposition, possiblement par les gardes d'Henri VIII. Compte tenu de sa jeunesse, ses os se sont peut-être désintégrés plus rapidement que d'autres. Une plaque de marbre dans la chapelle Saint-Pierre ad Vincula porte aujourd'hui le nom de Catherine. Cependant, ces restes restent inconnus. Ils étaient perdus, dispersés, non identifiés, songeaient à une jeune fille assez téméraire pour faire confiance, assez innocente pour aimer, trop jeune pour saisir la nature mortelle de la politique de cour. Elle ne méritait pas cela. Ces transgressions étaient celles d'une adolescente immature qui a appris les règles trop tard. Elle méritait mieux que de disparaître sans laisser de traces. Même les pauvres recevaient ce décroix de bois, même les condamnés avaient des tombes marquées. Catherine Howard, la reine d'Angleterre qui a revêtu la couronne, est tombée dans un tel oubli que son lieu de repos demeure inconnu. 5 siècles plus tard, c'est peut-être cet anonymat qui fait que son esprit hante Hampton Court. Elle ne cherche pas seulement le pardon d'Henri, elle aspire à un lieu où trouver la paix, un nom gravé dans la pierre et un témoignage de son existence.